Bonjour à tous. Bonjour à tous et bienvenue à notre direct échange avec M. Ibrahim Diagbé. Alors, la première des choses, il faut partager le direct sur votre page Facebook. C'est très important. Il faut partager pour que les autres puissent suivre et savoir que nul n'est à l'abri du handicap et que ça n'arrive pas aux autres. Et aussi, devenir handicapé n'est pas la fin de la vie. Voilà, donc partagez sur votre page Facebook, voilà, il faut partager et inviter aussi vos amis à suivre ce direct parce que nous allons apprendre beaucoup de choses. Là, nous attendons notre invité. Nous l'attendons. Notre invité est là. Voilà. Le temps qu'il se connecte. Il va redresser la caméra. Là, c'est... Voilà, c'est bon comme ça. Oui, c'est super. OK. Bienvenue, Monsieur Ibrahim. Là, il est occupé. Il est dans sa boutique là de vente d'accessoires de foot, de sport, c'est ça? Alors, bienvenue, merci encore d'être là. Pouvez-vous vous présenter, nous donner votre nom, voilà, date de naissance et tout ça. Ok, je me présente, je suis Adjabé Ibrahim. Ok. Je suis née le 23 juin 1990 à Libreville, au Gabon. Ok. Là, j'ai 3 frères et 2 sœurs. Alors, quel est le premier, deuxième ou troisième? Ok. Il est le 4e d'une famille de 5 frères et sœurs. Ok. En tout cas, merci encore alors pour l'information des autres. Il est devenu sourd. Alors, dites-nous comment ça s'est passé, comment est-ce que vous êtes devenu sourd? Ok. Comment est-ce que je suis devenue sourd? Je suis née, je ne suis pas née sourde, je suis née entendant, j'entendais très bien. En grandissant, arrivé à 9 ans, je suis tombée malade. Vraiment malade. On ne savait pas de quoi est-ce que je souffrais et arrivé à l'hôpital avec ma grand-mère. Le médecin a fait des analyses et a trouvé que je souffrais du palu. Le palu. Alors, le médecin a décidé de me faire une injection pour me guérir. Ma grand-mère a accepté. Ensuite, le médecin m'a fait l'injection. L'injection, c'est Fansidar. Fansidar. Lorsque le docteur a mis, j'ai crié très fort parce que j'ai eu très mal. Il m'a fait sur les fesses, j'ai eu très mal, j'ai crié et j'avais le vertige. Et ensuite, le médecin a discuté avec ma grand-mère pour faire l'ordonnance médicale pour acheter les médicaments. Voilà. Et je regardais et ensuite, avec ma grand-mère, nous sommes rentrés à la maison. Sur la route, je me sentais vraiment mal, étourdie, mais je me suis calmée. Arrivée à la maison, je suis rentrée dans ma chambre pour me coucher. Ensuite, je me réveille, je suis sortie.
J'ai vu la pluie, il pleuvait, mais je n'entendais rien. Et après, j'ai mon oncle, il m'appelait, je ne répondais pas. Il disait, Ibrahim, je ne répondais pas parce que je n'entendais pas, j'étais là et je ne réagissais pas. Et mon oncle, il s'est fâché, il a cru que je me foutais de lui et il m'a giflé. Il m'a vraiment giflé. Et là, j'étais étonnée, j'étais surpris. Je ne sais pas pourquoi est-ce que tu me gifles. Il dit, mais bon, je t'appelle, tu n'entends pas. Je dis, ah non, mais je n'ai pas entendu. J'ai rien entendu. Mon oreille est bouchée ou quoi? Là, je mets les doigts dans les oreilles, je n'entends rien. Il dit, non, tu rigoles. Je dis, non, je n'entends rien. Après, il a appelé ma grand-mère pour lui expliquer. Ibrahim est devenu impoli, il est devenu arrogant. Et je ne comprenais absolument rien. Je ne savais même pas de quoi est-ce qu'il parlait. Ma grand-mère ne comprenait pas. Ensuite, ma grand-mère a informé ma maman. Et a dit à ma mère que Ibrahim n'entend pas. Ma mère était surprise. Ma maman a couru et elle est venue me chercher. Lorsqu'elle m'a vue, elle a commencé à se plaindre. Ma maman a décidé de m'emmener à l'hôpital. Arrivée à l'hôpital, nous avons fait des analyses, fait des recherches, ils n'ont rien trouvé. Les médecins même ne comprenaient rien, ils disent, mais ça va, l'audition, ça va et tout ça. Il faut acheter des médicaments, on a acheté des médicaments, on a fait des traitements. Ma maman dit, OK. Arrivée à la maison, ma maman avait du mal à dormir. Elle avait du mal à dormir. Elle me donnait des médicaments, je prenais les traitements. Le lendemain matin, moi, j'ai bien dormi. Mais maman, elle n'a pas bien dormi. Elle m'a réveillée très tôt le matin. Elle m'appelle Ibrahim. Je ne répondais pas. Elle ne comprenait pas, mais qu'est-ce qui se passe? Elle a pris une assiette, elle a commencé à faire du bruit, de gros bruit. Moi, je n'entendais rien. Maman m'était vraiment paniquée. Elle m'a encore amenée à l'hôpital pour faire donc des analyses. La même chose. Les analyses, ils ne trouvent rien. Ils m'ont envoyé chez des tradipraticiens. On a fait des traitements chez des tradipraticiens. Excuse-moi. Impossible. Et elle a fait tout. Lorsqu'on lui disait qu'il y a telle personne qui peut vous aider à faire entendre votre fils, elle était toujours là. Elle était là. Et c'est comme ça. Et voilà que c'est passé. Elle est là. Vous voyez son histoire. Et voilà, il n'est pas né sourd. Il est devenu sourd. Quoi? Une erreur médicale. Erreur médicale. Voilà. Suite à un médicament, il est devenu sourd. OK. Maintenant, comment est-ce que la maman, est-ce qu'elle t'a laissé ou qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Elle était découragée, je ne sais pas. Comment est-ce que maman a réagi? Lorsque maman a vu, elle ne m'a pas du tout abandonnée. Quand maman a tout essayé, tout n'allait pas, elle allait même dans d'autres pays pour chercher à me guérir, mais c'était impossible. Elle m'a amenée au Nigeria. Pour voir dans un grand hôpital, voir un grand médecin. Nous avons fait des analyses. Nous avons fait tout ce qu'il y avait comme radio-analyse. C'était vraiment cher, mais maman a accepté de payer. Les blues. À un moment, le médecin a dit, pour faire ces analyses, ça coûte vraiment cher.
Maman a accepté. Elle a tout payé. Nous avons amené au bloc pour faire encore des analyses. J'ai été opérée. J'ai été opérée de la gorge pour voir qu'est-ce qui ne va pas. Mais ça a été une situation pire parce que je suis revenue sans voix. Je ne pouvais plus entendre. Avant, j'oralisais bien, mais après toutes ces analyses, ces opérations, j'ai eu vraiment du mal à parler. C'est devenu pire. Ma situation s'est empirée. Et voilà un peu ma situation. C'était vraiment pas facile. J'étais découragée, mais je me suis, voilà, j'ai pris mon mal en patience. Maintenant, comment vous êtes arrivé au sport? Comment est-ce que ça a commencé? J'aime vraiment le sport depuis tout petit. J'aime beaucoup le sport. Le foot, surtout. C'est mon sport préféré. J'ai toujours rêvé de devenir un grand sportif, un grand footballeur. Depuis tout petit. Comme je suis devenue sourde, bon, j'ai abandonné le rêve. Pour moi, ce n'était plus possible. Donc, je jouais au quartier avec les amis juste pour le plaisir. Pour le plaisir, je jouais avec des amis. Et un jour, j'ai un ami qui m'a dit qu'il est dans un club. Lui, il est dans un club. Il jouait dans un club. Un ami entendant qu'il jouait dans un club et qui a demandé à ce que je l'accompagne pour son entraînement. J'ai accepté parce que pour moi, ça me permettait de me divertir. Au lieu de rester à la maison, je sors, je l'accompagne, je le regarde jouer, s'entraîner et je rêve. Mais bon, pour moi, ce n'est plus possible. Je le regarde jouer. Et un jour, pendant qu'il jouait, je l'ai accompagné à son entraînement. Et le président de son équipe, il était là. Lorsque l'équipe jouait, le président était content. Après, il me regarde, il me demande, mais pourquoi est-ce que tu ne joues pas? Mais est-ce que tu sais jouer? J'ai dit, oui, je joue. Je joue au foot, oui. Mais en fait, nous, on communiquait, je le suivais avec ses lèvres. Je n'entendais pas ce qu'il disait, mais avec ses lèvres, je lisais sur les lèvres et je lui répondais. Il a dit, ah ben, demain, tu peux jouer, tu peux te joindre à nous et jouer. J'ai dit, OK. J'ai accepté, mais je pensais qu'il plaisantait. À la fin du match, j'ai informé mon ami et je lui ai dit que le président a demandé que je me joigne à vous pour jouer. Il s'est moqué de moi, il a dit, mais toi, tu n'entends pas. Et moi, j'ai dit, mais je n'entends pas, mais je pense qu'il se moque de moi. Il a dit, non, non, ce n'est pas un problème, viens, joue, viens jouer. Je dis, mais je ne suis pas handicapé physique, je suis en pleine forme, je peux jouer. Et c'est vrai que j'avais honte, mais mon ami m'a vraiment encouragée. Il a dit, viens, on part, on joue. Et le deuxième jour, à l'entraînement, pour moi, j'avais vraiment honte de me mettre parmi les entendants jouer. Eux, ils parlaient et moi, je ne comprenais rien de ce qu'ils disaient. Mais j'avais vraiment honte. Et le coach a commencé à parler à tout le monde, mais je regardais sur les lèvres. Je ne comprenais rien, j'étais là. À la fin, il a fini de donner les consignes. Tout le monde a dit OK. Il a fait des groupes. J'étais dans un groupe, voilà. Et mon ami a dit, lui, il n'entend pas, il n'entend pas. Et l'autre a dit, OK, tu n'entends pas, d'accord. Donc, le coach l'a mis dans la même équipe que lui parce qu'ils avaient fait deux équipes, en fait, pour se confronter pendant les entraînements.
Et le coach a vraiment accepté. J'avais peur qu'il n'accepte pas que je joue au foot, mais le coach a accepté que nous jouons. Et il était vraiment content, nous avons joué. Il a vu que je jouais bien, je faisais des bonnes passes et tout ça. Et je progressais. Et chaque fois, j'allais aux entraînements avec eux. Mais je n'y croyais pas vraiment. Je n'y croyais pas vraiment. Et c'est là que j'ai commencé à jouer au foot. Et donc, et avec ce club des entendants, vous êtes arrivé à quel niveau? Mais, juste entraînement, tu as arrêté où? Est-ce que vous avez joué des championnats? Mais comment ça s'est passé? Mon objectif était juste des entraînements. Le président a posé des questions à l'entraîneur. Comment est-ce que Ibrahim évolue? Et l'entraîneur était vraiment content de mon travail. Il a fait un bon rapport au président. Il a dit que Ibrahim est toujours là, il est présent et tout ça. Et le président du club a décidé de me faire signer un contrat. Vous voyez? Le président du club a décidé de lui faire signer un contrat. Ça, c'est vraiment merveilleux. J'étais vraiment content. J'étais vraiment content de signer ce contrat-là. J'ai expliqué à un moment que j'ai trouvé un club de foot. On m'a dit, ah bon? On était vraiment contente et m'a encouragée. Après, elle a appelé mon amie pour lui dire merci de son aide. Elle a dit vraiment que soutenez-vous bien l'un et l'autre. Et on était vraiment contents. Ensuite, nous avons joué un championnat. Et j'étais souvent sur les bancs de touche. De temps en temps, quand il y a les matchs, on me laissait sur les bancs de touche. L'entraîneur a décidé un jour de me faire jouer pendant les matchs, de m'intégrer. Moi, j'étais vraiment surprise, j'étais vraiment content. Parce que beaucoup d'entraîneurs me regardaient. Et là, c'est vrai que j'étais content, mais j'avais peur, j'avais honte. Là, on était en plein match, pleine compétition, là. Je ne pouvais pas expliquer à l'arbitre qu'il fallait un drapeau à la place du sifflet. Mais bon, j'ai pris mon mal en patience. Nous avons joué. Et mon ami, en jouant, il m'a vraiment soutenu et il m'a fait une passe et j'ai vraiment marqué de loin. Ah là 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 là, j'étais vraiment content. J'étais vraiment content et j'étais soulagée. Et là, la honte a disparu. J'étais vraiment en plein dans le match. J'étais vraiment en plein dans le match. Et là, vous avez gagné, j'espère. Oui, autre match. Oui, alors, nous avons joué la finale de la Coupe Ali Bongo. Championnat organisé pour les jeunes. Et là, nous avons gagné la finale. J'étais vraiment content. J'étais très, très, très content. C'était ma première fois de jouer avec les entendants et gagner la coupe. C'était vraiment très, très content. C'était merveilleux. Tout le monde était content. Le président était content, il a payé tout le monde et moi, j'ai été payée, j'étais vraiment j'étais surpris. C'est la première fois qu'on me paye. Voilà, je ne m'y attendais pas du tout. Moi, je jouais juste pour le plaisir et nous avons gagné la coupe et ça a été, c'était vraiment une grande joie. OK. Maintenant, dans le sport, qu'est-ce qui vous a déçu dans le sport? Moi, j'ai beaucoup rêvé du foot, mais lorsque je jouais bien, tout allait bien. Jusqu'à un moment donné, l'entraîneur
a été remplacé. Il a été remplacé, on avait un nouvel entraîneur. Mon ami a voyagé, est allé en France et j'étais seule dans l'équipe. Puisqu'on avait un nouvel entraîneur, ce n'était plus la même atmosphère. Les choses avaient changé. J'essayais de forcer. C'était pas du tout facile avec le nouvel entraîneur. Il n'était pas, il n'avait pas le temps pour moi, il n'avait pas le temps pour moi. Il n'avait pas la même attitude que l'ancien entraîneur. Alors, pour moi, ce n'était plus la même chose. J'étais un peu déçue. C'était vraiment difficile. J'essayais de forcer, mais c'était compliqué. C'était compliqué. L'entraîneur n'était pas vraiment ouvert. Alors, j'ai dû quitter. J'ai dû quitter le club. Mais après avoir quitté le club, Quand je quittais un club, j'ai décidé d'abandonner le foot parce que là, le coach était focalisé sur les entendants et c'était vraiment difficile pour moi. Donc, j'ai dû quitter. Donc, je regardais juste le foot. Alors, maintenant, comment est-ce que tu as rencontré les sourds? Je vivais au Gabon. Vraiment, je n'avais jamais rencontré les sourds. J'avais jamais rencontré les sourds. J'ai fait l'école avec les entendants. Jamais une école des sourds. Pourquoi? Parce que ma maman, elle voulait me mettre dans une école des sourds, oui. Mais lorsque nous avons visité une école des sourds, on a vu des enfants en train de gesticuler, de signer. Maman, elle était sceptique en fait et elle m'a dit c'est pas grave, tu vas aller à l'école des entendants. Elle savait que c'était pas facile pour moi, mais elle m'a obligée à aller à l'école des entendants. Maman a appelé un enseignant. Elle lui a expliqué mon cas. Elle a dit, mon fils, il n'entend pas. Donc, s'il vous plaît, prenez-le en aparté, occupez-vous de lui vraiment comme il se doit pour que il puisse avancer. Donc, après les cours, les élèves partaient et moi, je restais avec l'enseignant pour continuer. C'était vraiment difficile, mais bon, j'y allais, j'ai tenu vraiment parce que maman ne voulait pas que je reste comme ça. Elle voulait que j'évolue en fait. Donc, l'enseignant a accepté et chaque fois à la fin des cours, je restais avec l'enseignant pour continuer à étudier, pour me faire des cours de renforcement parce que j'avais du mal à évoluer plus vite. Donc, j'ai fait les écoles avec les entendants. Je n'ai pas connu les sourds jusqu'en troisième, jusqu'en classe de troisième. Jusqu'en classe de troisième. J'ai pas fait l'école des sourds. Donc, un jour, j'étais sortie avec des amis pour une petite balade et ensuite, nous nous sommes assis pour échanger, voilà, dans un bar. Et j'ai vu qu'il y avait un groupe de personnes qui gesticulaient à côté de nous. Je les ai regardés, mais qu'est-ce qu'ils font là à balancer les mains comme ça?
J'étais vraiment curieux. Je suis, bon, je veux savoir. Et donc, je me suis levée, je suis allée vers eux, saluer. C'était des sous, ils m'ont regardé. Ils pensaient que j'étais entendant, ils m'ont regardé vraiment avec un air de dédain, mais qu'est-ce que vous voulez? J'ai dit, ça va? J'avais un peu peur quand même. Je pensais que, en fait, qu'ils étaient un peu hostiles aux entendants. Alors, ils me regardaient avec prudence. Je leur ai dit, mais moi aussi, je n'entends pas. Je n'entends pas. Ils ont dit, ah, tu n'entends pas? Bon, ok. Ok, c'est pas grave, ok. Donc, bon, je suis retournée m'asseoir. Après, j'ai échangé avec mon ami, mais j'étais toujours curieux de les regarder. Je ne crois pas que je puisse trouver des sourds, en fait. Pour moi, j'étais le seul dans la situation. C'est moi seul qui vis la situation de surdité. Il n'y a pas de sourds dans le monde et tout ça. Et j'ai vu, j'étais vraiment, en fait, j'étais épatée. Ça me faisait plaisir de les voir gesticuler et tout ça. Donc, j'ai commandé à boire pour eux, j'ai payé une tournée pour eux. Et ils étaient surpris. Ils me disaient, ah, c'est lui là-bas qui paie votre tournée. Ils m'ont dit merci. Ok, merci. Mais bon, ils signaient. Moi, je ne comprenais pas la langue des signes, mais je faisais comme ça. J'acquiesçais de la tête. Mais je ne comprenais rien. Ok. J'oralisais, mais bon, en fait, je ne comprenais pas grand-chose de tous leurs signes et tout ça. Parce que j'avais jamais appris les signes, en fait. Et après, nous avons échangé les contacts. Nous avons échangé nos contacts et voilà, 3 ou 4 sous. Voilà. Et ils sont retournés s'asseoir et moi également. Après, bon, je suis rentrée chez moi. Et la nuit, j'ai reçu un message qui me dit merci. Après, je lis la suite, je ne comprends rien. Je ne comprends rien, je lis la phrase, mais je ne comprends pas. Je pense que c'est de la blague ou quoi, mais parce que les phrases étaient mal structurées et tout ça. Et j'ai répondu, mais qu'est-ce que vous dites et tout ça. La phrase, franchement, moi, ça me fatiguait, ça me dérangeait. Le lendemain matin encore, les sous m'envoient un message. Tu es où? Et bon, j'ai essayé de comprendre la phrase, le message. Donc, nous nous sommes donné rendez-vous. Voilà, avec de tout petits mots, nous nous sommes donné rendez-vous et voilà, nous nous sommes retrouvés, nous étions vraiment contents. Je leur demande, mais pourquoi est-ce que vous écrivez aussi mal? Pourquoi est-ce que vous structurez aussi mal vos phrases et tout ça? J'ai dit, non, écris bien. J'ai fait l'effort d'écrire bien. Alors donc, je regarde. Je lui montre mon téléphone pour voir comment on écrit, pour lui montrer comment on écrit les phrases. Lui, il ne comprend rien. Il me montre ses phrases. Moi, je ne comprends pas. J'ai mal aux yeux. Je ne sais pas. Et j'ai commencé à réfléchir parce que je n'aime pas inventer des choses. Donc, je réfléchissais, j'essayais d'agencer quelques mots. Et puisque j'ai vu ils avaient tous un peu la même manière de formuler leur phrase, j'ai dit, ah, sûrement que c'est comme ça qu'ils fonctionnent. J'ai essayé de prendre l'habitude. J'ai essayé de prendre l'habitude. Voilà, donc pour vous expliquer que les sourds, ils communiquent avec la langue des signes. Et la langue des signes, à l'écrit, c'est différent du français à l'écrit. Voilà, donc la structure des phrases sont différentes. Voilà, donc il faut être dans le milieu pour comprendre, voilà, tout. Sinon, ce n'est pas faux, ce n'est pas faux. Voilà, c'est leur manière de communiquer, en fait. Voilà, donc comprenons-le comme ça. Ok, continue. Pour moi, j'ai J'ai appris la langue des signes très tard.
Très tard, oui. Parce que J'ai appris la langue des signes très tard. Et moi, c'est en fonction de leur SMS que j'ai commencé à apprendre la langue des signes et voilà, je me suis adaptée à eux et tout ça. Voilà. Et là, il y a ma fille qui crie, maman, maman, attends une minute. Ok, ce sont les aléas du direct. Il fallait s'occuper de bébé. Voilà, donc là, nous sommes de retour. On continue. Voilà, donc n'oubliez pas de partager sur vos pages et voilà, invitez vos amis à regarder parce que là, nous parlons de quelque chose de très, très, très intéressant. Il faut venir écouter ça, c'est très, 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 très important. Ok, notre invité, je rappelle, notre invité, c'est M. Ibrahim du Gabon, voilà, qui nous explique son histoire, comment il est devenu sourd et comment il a pu intégrer le monde des sourds, oui, parce qu'avant, le monde des entendants, et là, il rentre dans un nouveau monde, c'est le monde des sourds, voilà, donc comment ça se fait, voilà. Donc, il nous disait qu'il a vu comment est-ce que les sourds communiquent, voilà, donc il a commencé à apprendre comment signer et tout ça. Merci. J'ai commencé par apprendre la langue des signes avec un ami sourd. Il était très intelligent. On échangeait. Et il m'a averti de toujours venir. Il venait toujours chez moi. Il venait à la maison, il m'aidait avec l'alphabet. Il m'a enseigné petit à petit. J'ai appris vite. J'ai appris vite la langue des signes parce que lorsqu'il explique comment faire avec les sourds, je lui posais toujours des questions et j'écrivais. Je lui posais les questions et j'écrivais. Il m'aidait. Papa, exemple, papa, je retenais maman, les mots, soeur, frère, famille. Il m'a enseigné vraiment beaucoup de mots. Après, j'ai pris l'habitude de le visiter, de visiter les sourds. Je visitais beaucoup les sourds et avec eux, on pratiquait la langue des signes. Je les regardais signer. Et quand je ne comprenais pas quelque chose, je les arrêtais tout de suite et je leur disais, attendez, et j'apprenais, je corrigeais et je continuais. Pendant 6 mois. Et j'ai pris l'habitude. Pendant 6 mois. Et 1 an plus tard, c'était devenu aisé. Et j'ai commencé à signer aisément. J'ai pris l'habitude de signer. Voilà. Et voilà, comment est-ce que vous avez créé maintenant Argos? J'ai commencé par créer une association d'abord. Pas d'abord créer une association, non. Non, non. Nous avons commencé avec des sourds. Lorsque je causais avec les sourds, j'ai vu qu'ils aimaient aussi le foot comme moi. Je dis, ah bon? J'étais surpris qu'ils aiment le foot comme moi. Ils disent, oui, ils aiment le foot. J'ai dit, OK. Le deuxième jour, je suis allée au marché, j'ai acheté un ballon de foot avec quelques matériaux et j'ai averti les sourds demain à 14h. Alors venez, on va jouer au foot. Nous nous sommes retrouvés à notre lieu de rendez-vous habituel. Nous sommes allés sur un terrain de foot. Nous avons commencé à jouer ensemble. J'ai vu que les sourds ils jouent bien au foot. Moi, je pensais que les sourds, ils ne connaissaient rien, mais j'étais vraiment contente de voir qu'ils savent jouer au foot. Donc, j'ai pris l'habitude de voir que souvent, les entendants veulent jouer contre les sourds. Donc, j'ai accepté, j'ai créé une équipe de sourds et on jouait souvent contre des entendants. Souvent, on gagnait les entendants, on les menait très souvent.
Les entendants étaient fatigués. Ils abandonnaient souvent, mais ils revenaient. Et bon, il y a des fois où nous on perdait, et souvent, c'était les entendants qui perdaient. J'étais vraiment content. Nous avons joué, nous avons commencé à jouer en 2009 jusqu'en... Vraiment, c'était juste des temps de jeu pour nous distraire, en fait. D'accord. Après, j'ai créé un club spécial pour saut. D'accord. D'accord. J'ai créé un club pour saut. Quand j'ai créé le club, on a commencé à jouer avec des entendants ici et tout ça. On a joué jusqu'à un moment donné. Je voulais aller en France. Je voulais aller en France et rester en France, voilà. J'ai dit, bon, je suis fatiguée de la vie au Gabon, je pars en France. Je vais aller rester là-bas. Lorsque je suis arrivée en France, j'avais des amis sous là-bas qui m'ont accueilli, qui sont venus me chercher à l'aéroport et un soir, il m'a averti qu'il part jouer au foot. J'ai dit, ah bon? Je peux t'accompagner? Il a dit, ok, on y va. Nous sommes allés ensemble à l'entraînement. Je vois beaucoup de sourds qui jouent. Ils étaient vraiment nombreux. J'étais surpris. Ils jouaient. Je lui posais des questions. C'est quel match ça? Il m'a répondu que c'est un championnat. J'ai dit, ah bon? Un championnat? Il dit, oui, oui, oui. Ah bon? Il m'a montré les photos des équipes et tout ça. J'ai vu vraiment les photos des championnats, j'étais vraiment, vraiment épatée. Et là, mon cerveau a commencé à tourner. J'ai dit, non, mais attends. Qu'est-ce que nous, on fait en Afrique, là? Et là, je les regardais épatée, mais j'avais été touchée. J'avais été touchée. Quand je suis rentrée, je réfléchissais. Mais je pense qu'on peut faire quelque chose au Gabon et tout ça. D'abord, pour moi-même, rester en France, je voulais y rester et vivre là-bas. Je veux rester, mais pour travailler, c'était un peu compliqué parce que mon visa était un visa court séjour. Donc, on m'a conseillé d'avoir un visa long séjour, un visa D. Donc, il faudra retourner au Gabon faire le visa long séjour avant de revenir. J'ai dit OK. La date de retour, je suis revenue au Gabon. Lorsque je suis arrivée au Gabon, j'ai commencé à expliquer aux sourds ce que j'ai vu à Montpellier. Les sourds là-bas jouent des championnats, il y a beaucoup d'équipes de sourds et tout ça. Après, l'équipe de Montpellier a organisé un tournoi. J'ai vu, ils m'ont envoyé une invitation. Vous pouvez venir jouer. J'ai réfléchi, mais j'ai dit, mais comment est-ce qu'on va faire? C'est compliqué, mais bon. J'ai gardé l'invitation parce que je n'y croyais pas vraiment. Je n'y croyais pas. Les sourds sont pauvres et comment est-ce qu'on va faire pour faire partie de toute une équipe à Montpellier? C'est pas facile. Mon ami m'a dit, mais vous pouvez venir, je peux vous faire une lettre d'invitation et vous faites les démarches auprès de vos autorités pour qu'ils vous aident. Mais moi, j'ai dit, mais bon, comment est-ce que cela peut être possible? Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible? Mais j'ai commencé à informer les sourds. Je les ai appelés et j'ai informé aussi quelques interprètes. Ils ont reçu l'invitation. Je vais montrer. J'ai montré à l'association des sourds gabonais. Ils ont lu, ils m'ont dit, Ibrahim, ça, il ne faut pas rêver.
faut pas rêver parce que l'État ne peut pas te soutenir. J'étais un peu découragée. J'ai déposé la lettre. Et après, un interprète, Monsieur Ben, il est venu me voir et il m'a dit, et nous étions en train de discuter, je lui ai parlé de l'invitation pour Montpellier. Il m'a dit, il ne faut pas te décourager, c'est possible. Si tu as un rêve, vas-y, essaie. C'est important d'essayer parce que dans la vie, tout le monde a un rêve et on peut y arriver. Il ne faut pas te décourager. Mets-toi au travail. Il m'a vraiment encouragée. Il m'a encouragée, je l'ai remercié. J'ai réfléchi comment faire. Un autre ami entendant à qui j'ai expliqué, qui m'a aidé à faire une lettre de demande officielle, en fait, à la première dame, Madame Bongo. Parce que j'ai vu qu'elle a l'habitude de soutenir les personnes handicapées, moteurs. Et j'ai réfléchi. J'ai dit, OK, on va essayer. Si ça réussit, c'est ça. Si ça échoue, bon, on aura essayé quand même. Donc, mon ami m'a aidé à faire la lettre. Nous avons fait la lettre avec des photos de toutes nos activités que nous avons fait avec les sourds, tous nos matchs que nous avons joués avec les entendants. J'ai tout joint à la lettre et j'ai déposé au cabinet de la première dame. Et mon ami m'a dit, il ne faut pas déposer seulement au cabinet de la première dame, mais dépose auprès de d'autres autorités. Donc, j'ai déposé auprès de plusieurs autorités. J'ai déposé la lettre auprès des autorités. Et bon, m'asseoir. J'ai dit au sourd, bon, on croise les doigts, on prie. C'est vrai qu'on a déposé partout, mais on espère que quelqu'un va nous appeler. Les sourds n'y croyaient pas vraiment, personne n'y croyait. Personne n'y croyait. On se disait, bon, bœuf. Même moi, je n'y croyais pas vraiment. J'attendais que Dieu me fasse un miracle. Voilà. Une semaine plus tard, l'interprète m'envoie un message pour me dire le cabinet de la première dame a appelé. J'ai dit quoi? On dit qu'on a rendez-vous aujourd'hui à 14h. J'étais surprise. J'ai dit, mais oh là là. Elle a répondu. En fait, elle ne nous a rien dit, pas dit c'est accepté ou pas, mais elle nous a donné rendez-vous. Donc là, l'après-midi, voilà, nous nous sommes rendus au cabinet, l'interprète et moi, au cabinet de la première dame. Nous sommes arrivés. Voilà, il y a quelqu'un qui nous a dit, il faut dire merci à la première dame. Je dis quoi? OK. De quoi partir? Il dit, vous avez déposé une lettre de demande de soutien, non? Avec de là, nous étions vraiment contents. Nous étions contents. C'était vraiment, waouh, 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 waouh. Et c'était la grande joie. C'était un rêve, c'était un rêve, c'était un rêve. Pour nous, c'était un rêve impossible à réaliser. Et là, on voyait que le rêve se réalisait, mais c'était vraiment hallucinant pour nous. Nous sommes préparés et alors là, nous avons effectué le voyage. Nous avons fait, au retour, nous avons fait les rapports à la première dame. Nous sommes partis en France avec l'équipe. Voilà, j'ai sélectionné 15 sourds. Nous sommes partis. Nous sommes allés en France. Et voilà, je voulais vraiment faire plaisir aux sourds et nous sommes partis. J'ai respecté vraiment tout ce que j'avais demandé. Nous n'avons pas fait d'abus. Nous avons respecté vraiment les clauses de la lettre. Nous sommes arrivés à Paris. Nous sommes allés à Montpellier. Arrivés à Montpellier, et les personnes sont venues nous chercher à l'aéroport. Nous ont accompagnés à l'hôtel. Après, nous nous sommes reposés. Le soir, nous
J'ai appelé les sourds, nous avons fait des tours, de tournées, fait du tourisme à Paris. Les sourds, parfois les yeux des sourds ont commencé à s'ouvrir. Ils ont commencé à avoir les yeux ouverts. Et ceux qui ont commencé à devenir sérieux là, parce que, ah oui, mais dis donc, ce n'est pas du jeu, ce n'est pas du jeu. Parce qu'avant, ils pensaient qu'en fait, on s'amusait, c'était rien de sérieux et tout ça. Mais avec le voyage, ils ont été ouverts et là, on a vu du sérieux. Et après le championnat, le samedi, un samedi, voilà, c'est joué sur 2 jours, voilà. Nous avons joué, voilà, il y avait 7 équipes. Et voilà, je pense 2 fois 7 équipes, voilà, qui se sont affrontées et nous étions à la 4e place. À 20 équipes, voilà, qui se sont affrontées et nous étions à la 4e place. À la 4e place, à la fin, voilà. Nous étions les seuls Africains, les seuls Africains. Parmi les Africains, nous étions les meilleurs. Algérie, il y avait l'Algérie, le Maroc. Voilà. Donc, nous étions 3 pays africains, l'Algérie et le Maroc. Nous étions les seuls Africains, voilà, parmi les 5 premiers. Donc, nous avions la 4e place, voilà. Ouais. En tout cas, on a vraiment beaucoup appris. On a beaucoup appris. Au retour au Gabon, les familles étaient vraiment contentes. Les familles étaient contentes, ils nous ont remerciés. Et les familles des sourds m'ont remercié, tout le monde était content. C'est vrai que vous avez eu la 4e place, mais ce n'est pas grave, c'est votre première participation et tout ça. Et donc, on espère que la prochaine fois, vous allez faire mieux. Au retour au Gabon, tous les sourds qui ne croyaient pas en nos actions sont venus. On a vu une affluence de sourds qui étaient venus, qui voulaient participer maintenant au foot avec moi. Pourtant, ils n'y croyaient pas du tout avant. Ils veulent jouer au foot. J'étais là, mais attendez. C'était vraiment, j'étais assaillie. Et j'ai un proche entendant qui m'a dit, c'est bien, mais calmez-vous. Il faut créer une association sportive qui va regrouper plusieurs équipes de foot, équipes de sourds. Donc, nous avons commencé à créer l'association gabonaise Omnisport des sourds. Bravo. Et là, vous avez combien d'équipes dedans? Combien d'équipes de sourds? 5 équipes de sourds. 5 équipes de sourds. Le foot. Ah, il y a le karaté également. Il y a le basket, équipe de basket. Parce qu'avant, il y avait beaucoup de sourds qui aimaient différents sports. Comme j'ai vu l'affluence, je leur ai demandé quel est votre sport préféré. D'autres ont choisi le basket, d'autres le handball. Donc, nous avons créé l'association et avec différentes disciplines sportives, voilà, dans l'association. Waouh, vous voyez, ça c'est un bel exemple de courage et de foi. Et donc là, quel conseil pouvez-vous donner aux sourds qui sont découragés, qui ne croient pas à la vie et tout ça? Le conseil que je donne à tous les sourds, c'est que les sourds ne doivent pas être découragés, non. Il faut avoir du courage. Il faut toujours rêver, il faut rêver, il faut rêver. Il ne faut pas s'empêcher de rêver. Il ne faut pas penser que je suis sourd, ma vie est terminée, je n'ai pas le droit de rêver. Tout le monde a le droit de rêver. Il faut faire beaucoup de choses. Le sourd peut faire beaucoup de choses. Le plus important, le sourd, il faut respecter les parents. Les parents, pourquoi? Parce que les parents sont les seuls à nous aider. Ce sont les premières personnes qui peuvent nous aider à progresser. Parce que si vous ne respectez pas les parents,
Vous êtes arrogant, c'est pas bon. Ça ne vous arrange pas. Il faut être sage. Il faut écouter les parents. Lorsque les parents donnent des conseils, il faut les écouter. Il faut être calme et tout ça. Si vous voulez quelque chose, vous demandez à vos parents. Même s'il n'y en a pas, il faut prendre patience. Il faut prendre patience. Il ne faut pas se décourager. Il ne faut pas se décourager. Il faut croire. Maintenant, oui, et là, là, vous êtes dans votre propre boutique, là. Moi, aujourd'hui, je suis devenue meilleure parce que depuis petit, j'ai respecté ma maman et mon papa. J'ai toujours été respectueux. Toute ma famille, voilà. Ma maman me donnait des conseils, je les écoute. Mon papa, j'écoute les conseils de mon papa. Mon papa a décidé de faire, quand il décide de faire quelque chose, je suis, s'il refuse, bon, j'accepte. Lorsque j'ai arrêté les cours en troisième, ma maman, elle ne m'a pas abandonnée. Elle a décidé que je travaille avec elle. Je n'ai pas refusé, j'ai accepté. J'ai commencé à travailler avec elle. Je travaillais. Ma maman était vraiment contente et elle me formait, elle me montrait comment faire pour progresser. Ma maman me montrait les calculs, comment faire la comptabilité, les intérêts, comment les profits et tout ça. Elle m'a tout montré, elle m'a tout enseigné. Avant, elle voyageait seule. Et elle amenait les choses, ses provisions pour ses magasins. Mais après, elle m'expliquait lorsqu'elle voyage, tout ce qu'elle achetait, les prix d'achat, les prix de revient dans les bateaux et tout ça. Elle m'a enseigné tout ça. Même si je ne m'y intéressais pas, si je ne m'étais pas intéressée, mais quand je n'étais pas intéressée, pardon, elle m'emmenait à le faire. Parce que ma maman est une femme de vision, une femme de vision. Ma maman est une femme de vision, elle m'a vraiment formée. Actuellement, ce que je fais aujourd'hui, j'ai beaucoup d'expérience grâce à ma maman. Parce que si ma maman ne m'avait rien enseigné actuellement, je ne serais pas là où je suis. Je dis beaucoup merci à ma maman. Elle a pris l'habitude de m'emmener dans ses voyages pour acheter, pour faire les provisions, pour ravitailler les magasins au Nigeria, en Côte d'Ivoire, à Dubaï, en Chine. Elle m'emmenait avec elle pour me montrer comment faire le commerce international. Et maman a vu que j'étais intéressée, elle a vu que je suis devenue grande. Et elle m'a demandé qu'est-ce que tu veux faire alors. J'ai dit que je veux... j'ai réfléchi. Et comme j'aime le sport, maman a dit, OK, on peut sortir. Et voilà, on a commencé à faire des recherches. Comment avoir... comment avoir le matériel, voilà, de sport. Et elle m'a toujours encouragée à voyager, visiter les pays pour voir où on peut trouver le vrai matériel et tout ça de sport. Donc, maman a accepté de me soutenir et voilà, le magasin. Voilà, donc il va nous montrer un peu tout ce qu'il y a dans sa boutique. Il va nous montrer un peu tout ce qu'il y a dans sa boutique. Vous voyez un peu, on peut voir, on peut distinguer des ballons de foot, des maillots, des paires de magres, en tout cas, tout ce qui concerne le foot. Le foot, vraiment, c'est vraiment beau, c'est beau, c'est beau. Vous voyez tout ce qu'il y a dans sa boutique. Et là, c'est un seau qui est le boss de cette boutique. C'est sa boutique à lui. Et là, alors, tout ça, voilà. Basket.
ballons de basket, des chaussures du sport, des casquettes et voilà. Donc, il va nous montrer ce qui remplace le sifflet, en fait. Pendant le match de foot avec les sourds, avec les sourds, pendant le foot, ce qui remplace le sifflet. Voilà. Donc, c'est ce qu'il va nous montrer. Voilà. Vous voyez ça? Voilà. C'est avec ça que les sourds jouent au foot. Voilà. Donc, l'arbitre a ça en main et voilà. Ça, c'est très important pour les sourds. Pourquoi? Parce que c'est ce que les sourds utilisent pour, voilà, comme siffler, puisqu'ils n'entendent pas. Puisqu'ils n'entendent pas, voilà, ça leur sert de sifflet visible. Donc, pendant le jeu, l'arbitre, au lieu de siffler, puisque s'il siffle, le sourd ne va pas entendre. Donc, l'arbitre, voilà, il brandit, voilà ça. Et quand le sourd voit ça, il sait qu'il y a une faute. Il y a une faute, il faut arrêter le jeu. Voilà, donc si lui n'a pas vu, mais les autres s'arrêtent et ils disent, ah oui, il y a une faute. Voilà, donc voilà comment ça se joue. Voilà, vous voyez comment c'est merveilleux, c'est trop beau en fait, c'est tellement beau et tout ça. Voilà, alors, quel conseil pour les entendants qui ne connaissent pas bien les sourds et tout ça? Conseil pour les entendants, voilà, je dirais... il ne faut pas regarder les sourds comme faisant pitié. Ils n'ont pas besoin de votre pitié, en fait, non. Les sourds n'ont pas besoin de votre pitié. Non. Parce qu'ils n'ont pas décidé d'être sourds. Ils n'ont pas décidé d'être sourds. D'autres sont nés sourds par la volonté de Dieu. D'autres sont devenus sourds par accident. Si Dieu a fait, seul Dieu sait, en fait, la raison de sa surdité. Peut-être en étant entendant, tu aurais peut-être eu d'autres problèmes et tout ça. Donc, il y a tellement de choses qu'il faut, il faut vraiment être indulgent. Il faut faire attention, en fait. Il faut faire attention. Il faut réfléchir. Apprendre, il faut apprendre beaucoup sur les sourds. Il faut apprendre à connaître les sourds. Les entendants ne connaissent pas les sourds. Ils ne peuvent pas, en fait, savoir quelle attitude tenir vis-à-vis des sourds. C'est important de les connaître. C'est très important de les connaître. Je vous conseille vraiment, apprenez à connaître les sourds et à les mettre sur un pied d'égalité que vous, c'est très important. Parce qu'actuellement, les sourds, il peut y avoir encore des sourds. Les sourds qui existent actuellement, c'est pas ça. Il y aura encore des sourds demain. Il y a des gens qui vont naître sourds demain, d'autres vont devenir sourds. Et vous, entendant, il peut arriver que vous ayez des enfants sourds. Il peut vous arriver vous-même, par accident, de devenir sourd. Donc, il faut apprendre à connaître les sourds et vraiment savoir comment vous tenir avec eux. OK. Alors, merci beaucoup, mais nous ne pouvons pas finir sans un petit mot pour les interprètes. Un petit mot, allez, pour les interprètes. OK. Aux interprètes, je dis merci. Je dis merci. Ils sont vraiment importants. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, moi-même, Ibrahim, je suis ici, j'ai trop besoin des interprètes. Ils me sont très, très, très utiles. Pourquoi? Parce que, comme souvent, j'ai des réunions avec des personnalités du pays pour parler. Je ne peux pas aller tout seul et ni sur leur lèvres et chercher parce que je ne vais pas tout cerner, en fait. L'interprète m'aide à faciliter la communication. C'est, par exemple, c'est comme moi, je vais seul. Et l'entendant, il oralise quand il est fatigué, il écrit ou... je n'ai pas l'habitude d'écrire, je n'ai pas l'habitude d'oraliser et je regarde, je suis fatiguée. Oui, je lui dirai oui, 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 même si je ne comprends pas, je lui dirai oui. Peut-être qu'il a dit quelque chose d'important que moi, je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris.
S'il dit, par exemple, demain, viens, je vais te soutenir pour telle activité et tout ça, ben, n'ayant pas compris, puisque étant allé seul sans interprète, demain, ben, je ne comprendrai rien, je ne saurais pas quelle est la conduite à tenir. Et ça, je peux perdre, ça peut me faire perdre certaines choses, ça fait des incompréhensions. Et aussi, je dis, le travail que les interprètes font, c'est pas facile du tout. C'est pas facile parce que pour accepter d'interprète, il faut faire beaucoup de sacrifices. Sacrifices, pourquoi? Moi, je vois toujours des interprètes à la télévision. Lorsque l'interprète signe pour aider les sourds à comprendre les informations à la télé. Après, lorsque je regarde les phrases, je regarde le français différent. Oui, je vois que oui, ça, l'interprète, il fait un travail énorme pour nous aider à comprendre les choses. Quand je me rends compte de toutes les informations que nous recevons à la télé grâce aux interprètes, je dis oui, c'est un travail énorme. Ils sont importants. Ils sont très, très importants. Il faut les respecter. Il faut respecter les interprètes. Il faut beaucoup les respecter. Parce qu'ils nous aident beaucoup. Les sourds ne doivent pas penser que l'interprète n'est pas important ou les entendants penser que oui, les interprètes perdent le temps. En fait, c'est pas important. Non. Si les entendants, oui, parlent avec dédain, il faut faire attention. Il faut faire attention. Parce que quelqu'un peut devenir sourd. Si tu as un enfant sourd et que vous ne vous comprenez pas, qui va t'aider? Vous comprenez? Les interprètes, ils nous aident vraiment, 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 vraiment dans notre quotidien. Donc, vraiment, respect aux interprètes. Il y a beaucoup de sourds, beaucoup de sourds. Ne pensez pas que nous sommes vraiment nombreux. Nous sommes vraiment nombreux. Nous sommes vraiment nombreux. OK. Merci beaucoup, 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 Monsieur Ibrahim. Vraiment, merci pour votre disponibilité. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Nous espérons que beaucoup de choses vont changer à l'avenir. Merci encore. Donc, vous, n'oubliez pas de partager la vidéo, partager et montrer à beaucoup de personnes pour qu'ils puissent apprendre des choses à propos des sourds. Et pour, voilà, pour finir, je parle aux parents des sourds. OK, s'il vous plaît, les parents, lorsque vous avez un enfant sourd, n'ayez pas honte de lui. Ne le cachez pas à la maison. Oh, ah oui. Ne le cachez pas à la maison. Si vous le cachez à la maison, vous ne lui faites pas du bien. Vous serez en faute. Si vous avez un enfant sourd, cherchez à le mettre à l'école des sourds. Il y a les écoles des sourds. Faites des sacrifices. Sacrifiez-vous pour votre enfant. Si vous le laissez et qu'il grandit comme ça, ce sera à vous la faute. Ce sera à vous la faute. Parce que vous n'aurez rien fait pour votre enfant. Très, très, très important, les parents. Il ne faut pas cacher vos enfants. Il ne faut pas les cacher. Il ne faut pas les cacher dans les maisons. Il faut les faire sortir. Il faut les initier à la vie. N'ayez pas honte. Soyez fiers de vos enfants. N'ayez pas honte de vos enfants. Soyez fiers. C'est votre enfant. Soyez fiers de lui. Ça, c'est pour les parents. Oui, et pour les gouvernements aussi, j'aimerais dire un mot. Il faut vraiment... Il faut créer des situations d'inclusion pour les sourds. Nous voyons qu'il y a beaucoup de choses pour les entendants, beaucoup de facilités pour les entendants, mais pour les sourds, c'est difficile. Il faut réfléchir à créer, à former les sourds, à créer des structures de formation adaptées et qualifiées pour les sourds. Pour que les sourds soient autonomes.
ne pas les abandonner, ne pas juste faire de la pitié, non. Mais il faut que les gouvernements pensent à améliorer le système, à inclure les sourds dans le système. Parce qu'il y a beaucoup de sourds jusqu'à 30 ans encore qui sont dépendants des parents. Et ça, c'est pas bon. C'est pas bon. C'est important d'autonomiser les sourds. Et ça, il relève de la responsabilité des gouvernements. Nous faisons des propositions. On propose. Le gouvernement doit accepter de former les interprètes, de former les enseignants, de créer des structures de formation pour les sourds, leur payer des études en Europe, leur donner des bourses d'études. Ils aillent se former pour venir, pour aider aussi les sourds locaux. Parce que c'est très important. C'est vraiment important. Merci encore. Merci. Merci pour tout. Voilà, vraiment, voilà, c'est vraiment profond. Merci, merci beaucoup. J'espère que vous avez entendu le message, que vraiment chacun fasse un effort pour que les sourds soient inclus dans la société, pour qu'on ne voit pas le sourd comme quelqu'un qui fait pitié, non, mais qu'on puisse créer des situations pour que le sourd puisse être autonome, puisse travailler, peut être vivre. Ça, c'est ça en fait notre objectif. Donc vraiment, merci, 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 merci encore à tous pour votre fidélité. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous à notre page parce que nous aurons encore d'autres témoignages. Vous allez voir beaucoup de choses encore sur notre plateforme. Merci encore. C'était Nissi Kofi et qui recevait Ibrahim Adjabé du Gabon. Merci à tous et bye. Merci.